Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ma courte présentation, que je vais faire en 3 points, donc moi je vais être plutôt du genre 3 points, ce sera court, je l'espère, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites par les intervenants précédents, et comme ça nous permettra d'avoir aussi une discussion, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais qui ne sont pas dans les slides ici. Donc j'ai moi-même un intérêt à me laisser le temps de les exprimer. Je voudrais aussi dire... J'utilisais ce temps précieux pour dire aussi que je suis quand même content d'être ici. L'AFPAC est vraiment un de nos membres les plus actifs. Et la dernière fois que je suis venu ici, c'était avant la crise du Covid. Et on commençait tout doucement à découvrir les nouvelles manières de se saluer. Les bises avaient disparu. On n'était pas encore au check, on était en train de se dire bonjour avec les pieds. Et donc voilà, c'est quelque chose d'important de revenir ici, dans un monde qui a évolué. Et vous allez voir du coup ce que ça fait en termes par rapport au marché de la pompe à chaleur. Donc les 3 points que je vous ai promis, il y aura un point sur l'état du marché, un point sur les catalyseurs, les éléments qui peuvent venir faire évoluer le marché et les perspectives qui en découlent. Et puis juste une slide un petit peu pour vous montrer aussi l'impact industriel de notre filière au niveau européen. Je n'ai pas de slide là-dessus, mais peut-être juste un mot pour ceux qui ne savent pas. Donc, notre association, EHPA, l'Association européenne des pompes à chaleur, est l'association qui regroupe les fabricants de pompes à chaleur sur tout le territoire européen, également les fabricants des composants, les centres de recherche, des associations nationales telles que l'AFPAC. Bref, on regroupe toute la communauté européenne de la pompe à chaleur. Voici la slide numéro 1 qui présente les ventes dans les différents marchés. Donc, vous voyez que la croissance est là. La croissance naturelle est là. Vous voyez aussi qu'il y a 2 niveaux de couleurs. À partir de 2010, on a commencé un petit peu à préciser le type de croissance, la répartition en fonction des types de chaleur, de types de pompes à chaleur. Au début, on avait juste les chiffres agrégés. Et donc, vous voyez que la croissance est là, que vers la fin, on a on va dire des augmentations un petit peu plus importantes. Et ce qui est intéressant, on peut le voir aussi, c'est que, bizarrement, c'est lié aussi à certains catalyseurs législatifs. Vous voyez également que la pompe à chaleur hydronique, elle a toujours eu la plus grande proportion, en tout cas, et puis on voit qu'elle se fait un petit peu rattraper par la RR, mais pas trop. Donc les proportions sont plus ou moins les mêmes. Et vous voyez que la croissance la plus importante, elle est entre 2020 et 2021. Voilà, on pourra revenir sur les chiffres. Je précise aussi que sur les chiffres, nous avons une manière de calculer qui est un petit peu différente qu'en France. Peut-être que le président en dira un mot tout à l'heure. Mais ce qui importe ici, surtout, c'est de voir la tendance. Hein. C'est ça le plus important quand on regarde des chiffres. Ici, la tendance, on avait parlé du cocorico français, vous pouvez le constater ici. La France en numéro 1. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point il y a une diversité au niveau européen quant à la proportion des marchés pour l'installation des pompes à chaleur. Donc vous voyez vraiment qu'il y a le trio de tête France, Italie, Allemagne qui à lui seul fait 48% du marché. Et puis, voilà, si on descend jusqu'aux Pays-Bas, quasi la moitié des pays, on est à 87. Et puis, il y a encore vraiment beaucoup de pays où, on va dire, il y a un fort potentiel de croissance. Alors, pour le point numéro 2, donc voilà le marché tel qu'on l'a vu, tel qu'on l'a observé évoluer. Qu'est-ce qui a fait qu'il a évolué? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il peut évoluer de manière différente, et donc quelles sont les perspectives? Alors, je vais passer très vite là-dessus parce que l'intervenante de la Commission en a parlé. C'est clair que les objectifs climatiques 2030 et
le changement, le niveau d'ambition qui a été donné à ça, c'est un des catalyseurs. Il y a un autre catalyseur dont, comment dire, on n'a peut-être pas beaucoup parlé, j'ai envie de dire, pas autant que des catalyseurs précédents, mais que nous trouvons crucial. C'est en 2019, la Commission a sorti une stratégie européenne pour l'intégration des systèmes. Et dans cette stratégie, elle a analysé le nombre de bâtiments qui existaient et le nombre de bâtiments, de nouveaux bâtiments et de bâtiments à rénover tels que enfin, les perspectives d'ici 2030. Et elle a également fait l'état de la question des technologies qui étaient disponibles pour le chauffage et le refroidissement. Et même si la Commission ne l'a pas dit directement, nous-mêmes, ayant fait nos petits calculs, on s'est dit, mais si on prend la Commission au sérieux, et bien sûr, nous prenons la Commission au sérieux, si on veut atteindre les objectifs tels qu'ils ont été prévus dans cette stratégie, ça veut dire qu'il va falloir multiplier par 4 le nombre de pompes à chaleur installées. Donc avant même les derniers événements, en 2019 déjà, nous avions cette information-là, que pour y arriver, il faut faire x4. Ensuite, plus récemment, 2021, l'Agence internationale pour l'énergie a mentionné l'importance des pompes à chaleur. Et si vous voyez, donc 2050, les pompes à chaleur, ce sera le gros du morceau au niveau mondial pour réussir la décarbonation. Et puis plus récemment, il y a quelques semaines, cette communication de la Commission européenne qui vous a été présentée, qui est fondamentale parce que pour la première fois, on entend au niveau européen ce que nous avons toujours dit, c'est qu'il est nécessaire d'accélérer le déploiement. Déploiement massif, ça, je pense que c'était acquis, mais là maintenant, on comprend qu'il faut accélérer. Et accélérer, ce n'est pas sans... c'est pas pour rien que je répète ce mot 3 fois, c'est parce que tout à l'heure, dans la discussion, on va voir que si on veut accélérer, eh bien, c'est peut-être pas le moment de vouloir changer les choses trop vite, réadapter, etc. etc. L'accélération a un certain impact. Du coup, avec tous ces nouveaux ingrédients, voici ce que notre boule de cristal nous dit par rapport à l'évolution l'évolution du marché entre 2021 et 2031. Donc, ce qui est intéressant de voir, donc voilà, croissance nécessaire parce que guidée par les ambitions qui ont été fixées. Donc, croissance constante à double chiffre, croissance de toutes les technologies. Donc, on aura besoin absolument de toutes les pompes à chaleur. Et ce qui nous inquiète un petit peu, c'est de voir parfois la pompe à chaleur RR être un peu laissée pour compte. Non, on aura vraiment besoin de toutes les pompes à chaleur pour remplir les objectifs qui ont été fixés au niveau politique. Et on peut y arriver parce que la technologie, elle est là. Okay, on a tout ce qu'il faut. On a besoin d'un certain signe de soutien et on a besoin d'un certain signe de confiance. Ça, je pense, ce sera pour la discussion. Mais cette boule de cristal, elle peut être crédible, on va dire. Il y avait... Attendez, ah oui, j'appuie sur le mauvais bouton. Et alors, ça, c'était le troisième point. Juste une slide pour vous montrer que quand on parle des pompes à chaleur, on parle d'usines installées en Europe, tant pour, comme je disais, pour la fabrication des pompes à chaleur que pour la fabrication des composants. Bien sûr, il y en a aussi en dehors d'Europe, mais il y a vraiment une forte présence au niveau européen. Et donc, soutenir la filière pompe à chaleur, avoir confiance en la filière pompe à chaleur, c'est un acte de redéploiement industriel européen. Et c'est là-dessus que je vais
passer la parole à vous. Oui, non, mais à François aussi. Merci beaucoup, Oliver Young. Vous êtes un habitué des lieux et vous avez bien maîtrisé le temps. Vous savez que nous sommes toujours très contraints dans notre agenda. Après donc cette présentation européenne, la même chose, même exercice pour vous, François. Merci, Oliver. À l'échelle nationale. Oui, permettez-moi de faire un retour un petit peu sur la dynamique de la croissance du marché français. Vous voyez qu'en 2010, il se vendait 400 000 pompes à chaleur par an. On a dépassé le million. Là, on est à 1,2 million de pompes à chaleur. Donc là, c'est toute technologie confondue, en cumulé. Et vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre notamment les packs RR, entre la vision de HPA et la vision de l'AFPAC. Nous, on considère en fait que les packs RR sont des systèmes de chauffage et sont principalement employés en système de chauffage. Donc c'est la raison pour laquelle on les comptabilise tous. C'est pour ça que vous ne les comptez pas de la même façon. Alors. Voilà. Je crois que le HPA, vous prenez 40%, c'est ça ou de mémoire. Il y a un coefficient en fait on enlève la partie qu'on pense qui est utilisée pour le refroidissement, justement pour, rencontrer certaines objections ou interrogations qui ont été formulées lors de la table ronde précédente. Et aussi, il faut avouer que c'est aussi à un moment donné, on doit trouver un système de convention entre les différents pays et entre les différentes manières de compter. Donc voilà, parfois c'est juste du pragmatisme, facile, oui. mais on est ouvert à la discussion pour toujours améliorer. Il fait plus frais en France que certaines contrées, donc nous on les utilise en chauffage. Un petit focus sur les packs RO à vecteur haut, parce qu'il était quand même important de souligner la forte croissance des packs RO et des chauffe-eau thermodynamiques, et quand même aussi de montrer un petit focus sur les packs Géo et les packs hybrides, qui sont encore vraiment des marchés de niche, mais qu'on espère bien pouvoir développer dans le futur, notamment grâce à la RE 2020 pour les packs Géo. Il y a l'application GeoCooling qui permet de valoriser ces technologies-là. Et puis la PAC hybride qui trouvera sa place également en rénovation pour les rénovations énergétiques. Alors, si on revient un petit peu sur le contexte réglementaire, on a quand même un encadrement propice à la décarbonation du bâtiment. Sur la table ronde précédente, ça a été largement évoqué. Le secteur du bâtiment représente 43% des consommations d'énergie annuelles, 23% des émissions de gaz à effet de serre en France, et la loi énergie-climat inscrit l'objectif de neutralité carbone en 2050. Et c'est en dessous de, je dirais, ces grands principes que sont déclinés la réglementation environnementale, la mise en place de la RE 2020, la révision également du code de la construction, le décret tertiaire, le DPE, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Si on fait un focus sur la RE 2020, le grand principe de la RE 2020, effectivement, comme l'a souligné Olivier David, c'est d'ajouter en fait des seuils carbone. Donc une contribution carbone importante sur les composants, sur l'IC construction, également sur la consommation d'énergie pendant la durée de vie des équipements et du bâtiment sur l'IC énergie. Autre dispositif d'accompagnement à la rénovation, alors ils sont nombreux, ils sont listés ici. Vous voyez, il y a le DPE, MaPrimeRénov', les coups de pouce chauffage, les fiches C2E, l'éco-PTZ, le fonds chaleur. Ce que souhaite la filière, c'est effectivement une stabilité des dispositifs, parce que les enjeux, si on veut atteindre, je dirais, cet objectif de décarbonation et d'accélération, surtout, c'est de garantir une visibilité à nos entreprises et de garantir ces moyens d'investissement. Donc il faut de la planification. Il faut raisonner à moyen terme et donner cette visibilité. C'est le gage que nos entreprises vont recruter, vont investir et vont se structurer pour répondre à la demande. Alors, si on revient sur notre filière pompe à chaleur, elle est quand même opérationnelle, fort heureusement, sinon on n'aurait pas ces résultats actuels. Il y a également, on est présent sur les dispositifs de création de fiches PEP, notamment pour calculer le poids carbone des solutions pour les moteurs de calcul de la RE 2020. On a mis en place, dès la création de l'AFPAC, une certification sur les matériels. Les installateurs sont également accompagnés par ce label de RGE PAC, qui est quand même un label de qualité. Et on voit qu'il y a une attractivité pour obtenir ce fameux sésame de RGE PAC.
On a la réglementation F-Gaz aussi en France qui est très bien suivie, qui est très encadrée. Il y a des attestations de capacité pour les entreprises, de façon à assurer la traçabilité des équipements qui contiennent des HFC qui sont mis sur le marché français. Et on a également les attestations d'aptitude qui viennent, qualifier les compétences, les gestes techniques des opérateurs in situ. Et puis très récemment, depuis l'année dernière, l'obligation de maintenance sur les pompes à chaleur supérieures à 4 kW. Donc on est prêt. Il ne reste plus qu'à attirer de nouveaux collaborateurs, de nouveaux talents et de les former. Alors, justement, ça fait la transition avec cette diapo. La filière PAC est créatrice d'emplois. Vous voyez qu'il y a à peu près 30 sites industriels en France. Au niveau de l'employabilité de notre filière, en 2016, il y avait 24 000 emplois qui gravitaient autour de l'ensemble de cette filière pompe à chaleur. Actuellement, on est 32 000, et dans les grandes masses, évidemment, et on envisage la création de 20 000 emplois supplémentaires à l'horizon 2030. Ouais, je ne dis pas de bêtises. Ces 20 000 emplois vont se répartir sur 10 000 emplois dans la maintenance, parce qu'il y a un parc existant qui doit être maintenu, qui doit être pérennisé, et 5 000 emplois dans l'installation, 3 000 emplois dans la distribution et 2 000 emplois dans l'industrie pour produire les produits. Donc il va falloir non seulement attirer les jeunes, on a de nombreux apprentis au sein des OP, de la filière installateur et négoce, mais aussi attirer des publics peut-être en reconversion, essayer d'attirer ces gens-là pour les amener au métier de la pompe à chaleur, et également travailler à la féminisation de nos métiers, parce que c'est un métier quand même très masculin, on voit dans la salle. Voilà. Donc la pompe à chaleur, ça représente quand même un gisement économique important pour la France, puisque 60 à 70% de la valeur d'une pompe à chaleur installée est non délocalisable. Elle se fait au niveau donc de l'installation, de la distribution et de la maintenance. La pompe à chaleur, c'est quand même le vecteur pour la décarbonation. Alors c'est sûr que ça ne va pas tout résoudre, mais comme le disait M. Jancovici, ça va permettre de faire un petit amortisseur sur cette volonté de décarbonation, puisque c'est moins 90% dans le meilleur des cas d'émissions de CO2 par rapport à une chaudière fuel, moins 70% par rapport à une chaudière gaz. Et puis c'est bien pour le portefeuille également des consommateurs, puisque la pompe à chaleur valorise et maximise en fait les ENR disponibles dans l'environnement. Alors là, en avant-première, on vous présente une petite tentative de prospective qu'on a finalisée avant-hier au sein de l'AFPAC. Donc on a un groupe de travail prospectif. Il y a des appareils photo qui sortent. Ouais. Donc là, vous parlez non seulement il y aura des preuves orales, mais des preuves physiques. On va communiquer, faire une conférence de presse dédiée sur ce sujet-là. On se croirait un concert où un petit peu plus. Vous êtes Patrick Bruel et vous avez des photos partout. Regardez, incroyable. Voilà. Donc, globalement, comment on a travaillé? On a fait l'analyse, en fait, par segment d'activité, des parts de marché des PAC et des projections en intégrant le marché de renouvellement, en intégrant également tous les facteurs externes qui peuvent influencer nos marchés, que ce soit les dispositifs d'accompagnement alors ne sont pas pris en compte les prix des énergies. Qu'on soit bien d'accord, c'est une question qui va être posée. C'est très difficile de faire des projections parce qu'il y a une telle volatilité en ce moment qu'on ne serait pas capable de sortir quelque chose. Globalement, sur cet exercice, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va multiplier le nombre de ventes par 3,5 chaque année. On va contribuer à hauteur de 40 millions de tonnes de CO2 évitées d'ici 2050. Et vous voyez, c'est donc 2 millions de pompes à chaleur vendues par an en 2050, qui se répartissent en 1 million en PAC RR, dont le chauffage principal. Donc là, on a repris un petit peu la sémantique de l'HPA. Pour les PAC RO, c'est 850 000 PAC RO. Et les PAC géothermiques et PAC OO, on les met ensemble. C'est la même chose pour nous. Donc les PAC géo, 70 000 pièces. Donc il y a de l'avenir pour tous nos segments d'activité. Voilà, merci. Merci beaucoup Oliver et François donc, pour cette double présentation enjeux et perspectives donc, de la filière PAC en France et en Europe, ces regards croisés. J'ai une première question face à
évidemment, toutes ces prévisions, ces perspectives qui donnent le sourire, la banane, la patate, peu importe si c'est fruits ou légumes, à la salle, qu'est-ce qui, au-delà du prix de l'énergie, qu'est-ce qui pourrait influer dans un sens ou dans l'autre Voilà, Oliver, que vous avez parlé tout à l'heure d'accélérateur, mais voilà, est-ce qu'on accélère vraiment à fond, ou est-ce qu'il y a quand même des zones dans lesquelles il faut un peu relever le pied? Voilà, je peux enfin dire ce que j'avais voulu dire tout à l'heure. Et là, ça ne tiendra pas en 3 points, mais je vais quand même essayer d'être rapide par rapport à ces points-là. Disons que si je devais résumer, en tout cas, les points que je vais citer, je dirais que ce qui est très important pour que tant ce qu'on a vu sur les slides du président que sur les miens au niveau de la croissance ait lieu, c'est qu'il y ait un fort soutien de la filière et un fort degré de confiance en la filière. Donc soutien et confiance. Et donc si je veux être un peu plus précis par rapport à ça, je dirais que par rapport au soutien, il y a d'abord une nécessité de communiquer de manière plus franche, de manière plus décomplexée sur l'importance de la pompe à chaleur. On a vu un petit peu ce qui est arrivé tout à l'heure à la table ronde, et c'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est-à-dire, voilà, nous sommes dans une discussion ici sur les pompes à chaleur, et puis certains intervenants, certaines questions viennent pour dire que, outre les pompes à chaleur, il y a également d'autres technologies, et puis du coup, les intervenants disent oui, bien sûr, il n'y a pas que la pompe à chaleur, etc. Et ça conduit en fait à ce qu'après, dans d'autres événements ou dans des discussions publiques, eh bien finalement, pour éviter d'avoir ce genre de discussion, eh bien on utilise un thème un peu fourre-tout, j'ai envie de dire voilà, les technologies de la décarbonation du chauffage efficace, renouvelable, etc. Et en fait, ce qui se passe en faisant ça, c'est que finalement, ça crée un certain flou, une absence de clarté dont les investisseurs, dont les installateurs ont besoin. Et donc moi je trouve que le premier point, c'est vraiment appeler un chat et de dire qu'on a besoin de la pompe à chaleur en priorité, non pas parce que pour faire plaisir à l'industrie de la pompe à chaleur, mais c'est pas par dogmatisme, mais c'est par pragmatisme. C'est parce que c'est la solution qui aujourd'hui permet, et là je réponds en partie à la question sur l'accélération, si on veut accélérer, il faut être pragmatique. Et donc communication importante sur l'importance des pompes à chaleur qui sont une priorité, et mentionner toutes les pompes à chaleur. Et donc vraiment éduquer sur le fait que les pompes à chaleur RR, même si on doit améliorer la manière dont on présente les stats, font partie de la solution. Et ça doit être clairement communiqué. Donc ça, c'est vraiment le point principal. Ensuite, bien entendu, toujours en matière de soutien, il y a l'attractivité, comment donner envie à l'utilisateur final d'acquérir une pompe à chaleur ou de louer une pompe à chaleur, enfin différents modèles, mais enfin voilà, un signal CO2 fort, donc il faut qu'il y ait une internalisation des coûts, une fiscalité de l'électricité qui rende plus intéressant l'utilisation de la pompe à chaleur. On a mentionné tout à l'heure la valorisation de la flexibilité. Soutien toujours aux ménages précarisés, afin que tout le monde ait droit à sa pompe à chaleur. Un soutien à la formation, on en a parlé tout à l'heure aussi. On a calculé que plus ou moins, il faut calculer pour un installateur, bon, voilà, peut-être des personnes de terrain ici pourront me corriger, mais on avait évalué qu'un installateur d'un système, on va dire, utilisant des énergies fossiles, pour le reconvertir en installateur de pompe à chaleur, il faut plus ou moins compter une semaine de formation intensive pour ça. Donc, ça veut dire si on multiplie par le nombre de personnes et par le nombre par les défis, ça nécessite du temps et des moyens. Soutien aussi, enfin plutôt absence de soutien, j'ai envie de dire, aux énergies fossiles. Et puis, pour ce qui est du deuxième point, la confiance. La confiance, ça passe par le fait de nous donner un cadre réglementaire qui va faciliter l'innovation, qui va faciliter le fait que le secteur puisse trouver pour chaque type d'utilisation, pour chaque type
de climat de pays, la meilleure combinaison entre efficacité énergétique, utilisation, on a parlé des liquides fluorigènes, éventuellement ajout de connectivité, hybridation, etc. Enfin, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Et donc, on demande une confiance de la part des pouvoirs publics. Et cette confiance, de manière très, très pratique, elle passe par le fait d'éviter maintenant des perturbations législatives. Donc, ce n'est pas le moment maintenant, on a parlé d'éco-design, étiquetage, de venir avec quelque chose qui va changer complètement ce qui a été prévu, ce qui était ce qui était prévu de faire, et par rapport au règlement F-Gaz. Donc voilà, si on veut accélérer de nouveau, donc si on veut déployer massivement et de manière accélérée des pompes à chaleur, ce n'est pas maintenant qu'il faut inviter l'industrie à améliorer, à se soucier de la cerise, alors qu'on a vraiment besoin d'un gâteau suffisamment important pour que la fête soit réussie. Et je pense que oui, c'est une chouette analogie, je vais m'arrêter sur le gâteau et la cerise. Il ne nous restera plus beaucoup de temps et j'aimerais qu'on entende François Deroche avec la vision française avant une ou deux prises de parole dans la salle. Voilà, vous êtes d'accord? A tout dit. Oliver, je t'invite aux tables rondes de l'AFPAC parce que on partage évidemment tous ces points de vue. Ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est la stabilité, la visibilité. J'en ai parlé déjà sur les dispositifs de soutien pour donner de la visibilité aux entreprises, pour assurer leurs investissements. Sur la F-Gaz, effectivement, ça c'est un enjeu majeur. Je sais que la décision de la révision de la F-Gaz sera prise en fin d'année au trilogue. Donc c'est la confrontation au niveau européen à la commission de la comité social, environnemental et énergie, je crois. Ça prendra un petit peu plus de temps, parce qu'on a la proposition arrive la semaine prochaine. Tu m'as pas tout dit. Voilà, donc ça prendra sans doute un peu plus de temps que d'ici la fin de l'année. Bien. Ce qui nous laisse en fait quand même supposer qu'il y a un contexte social qui sera pris en compte dans la révision en fait de ces normes. De vouloir sortir les HFC trop vite, de changer les calendriers, c'est un gros impact pour l'industrie. Il faut quand même être conscient qu'il n'y a pas de compresseurs de grosse puissance disponibles sur le marché pour les réfrigérants naturels. Et quand on parle de rénovation thermique, on est sur des machines qui ont quand même supérieur à 11 kW, entre 11 et 16 kW. Donc il y a quand même une contrainte industrielle et de R&D, et il faut laisser le temps au temps pour pouvoir adapter et produire les équipements. Je parlais également tout à l'heure de formation pendant la table ronde. Oui, alors ça c'est un des enjeux clés. Il va falloir accompagner, notamment pour essayer de valoriser et dupliquer les pompes à chaleur en logement collectif, d'accompagner vraiment toute la filière. Et ça c'est le boulot de l'AFPAC. On va s'y employer dans les semaines qui viennent. Voilà, je crois qu'il y a un micro qui circule dans la salle. Quelqu'un en a déjà un ou pas? Oui. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Claude Rancurel, donc artisan plombier chauffagiste et président des plombiers chauffagistes de la CAPEB. Oliver parlait de communication. Des collègues m'ont dit, moi j'ai pu le vérifier sur le terrain, on a un peu évoqué tout à l'heure concernant la pompe à chaleur hybride. Donc il y a un gros problème de communication, c'est-à-dire quand on parle à nos clients d'hybride en matière de chauffage, on n'est pas crédible. On n'est pas crédible parce que ce n'est pas connu. Et quand on aborde quelque chose d'un client qui ne connaît pas, qui n'a pas entendu parler, déjà on perd des points. Donc il faudrait vraiment, tous les acteurs de la pompe à chaleur, il faudrait vraiment qu'on mette l'accent sur l'hybridation, l'hybride. On sait que ça, dans certains cas, même dans pas mal de nombreux cas, c'est la solution idéale. C'est la solution idéale afin qu'il y ait une transition. Et c'est vrai que moi je suis en milieu rural. On a beaucoup de problèmes au niveau, on a évoqué tout à l'heure, la distribution EDF, dans les pics aussi de consommation. Je veux dire, c'est un système vraiment à communiquer au grand public pour que quand on l'aborde, nous, installateurs que nous sommes, on arrive chez nos clients, on parle de l'hybride gaz, l'hybride fuel, on soit crédible. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oliver, oui, donc on vous retrouvera dans quelques instants, monsieur Rancurel, sur une autre table ronde, mais sur cette crédibilité d'un produit méconnu. Oui.
Donc bien, la discussion quant au futur et à la manière de se positionner par rapport aux pompes à chaleur hybrides, c'est une question assez débattue au sein de l'HPA, parce qu'il y a effectivement il y a deux visions qui s'affrontent. Celle de se dire que, comme vous le disiez, que la pompe à chaleur hybride est une bonne solution dans certains cas de figure, ou est un tremplin pour donner goût à la pompe à chaleur dans certains cas. Donc ça, c'est une vision, mais une autre vision qui est aussi une vision plus, ou une certaine crainte de se dire que finalement, la pompe à chaleur hybride serait un moyen de maintenir dans le système les énergies fossiles et d'empêcher un certain changement radical vers davantage d'électrification. Et donc, ça peut être vu comme un frein. Donc, effectivement, c'est une question assez compliquée, mais dont on peut sortir finalement assez facilement en se disant que de toute façon, et ça, je pense que vous serez le dernier à me contredire, la manière dont on installe une pompe à chaleur et le type de pompe à chaleur qu'on va vendre à un client va fortement dépendre du client et du cas d'espèce. Et donc, je me dis que la manière de sortir ça, c'est de dire finalement, il y a une pompe à chaleur pour chacun d'entre vous, il y a des solutions hybrides, il y a des solutions électriques, et ne vous inquiétez pas, nous allons trouver avec vous le type de pompe à chaleur qui est le plus adapté à votre cas d'espèce. Donc voilà, je pense qu'on peut vraiment éviter le problème en allant vers davantage de personnalisation plutôt que d'essayer de communiquer sur quelque chose dont on ne maîtrise pas totalement les impacts sur le long terme. Voilà, écoutez, je pense que nous sommes arrivés au terme de ce focus. Il faut aussi que je respecte le temps, même s'il y avait encore un certain nombre de questions. Merci Oliver Young et François Deroche. Je vous libère. Merci beaucoup.